Une vie au pays. Sabias num país anino ni fronteiro, de lugar se expandir, não fole puteiro. Une vie au pays, c'est la mémoire des habitants du pays de l'Albigeois et des Bastides et la découverte de son patrimoine. Une émission en partenariat avec le pays de l'Albigeois et des Bastides. Se trapo pescame de lusam de lasteiro, de lucau de razi, de la mar de l'Albiero. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Paul Marion, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous vous intéressez à votre village natal, Millard, aux confins du Tarn et du Tarn-et-Garonne, sur la départementale 600 entre Cordes et Saint-Antonin-Nobleval. Et l'histoire de ce petit village de Millard a déjà été le thème d'une émission, nous l'avions laissé à la veille de la Révolution. Alors, quelle est la situation de Millard à ce moment-là? Alors, à la veille de la Révolution, Millard se trouve partagé au point de vue économique entre deux pôles, celui de Saint-Antonin qui est la troisième ville du Rouergue par son activité de drap, et Cordes qui est aussi la troisième ville du département du Tarn avec 4000 habitants et qui a une activité de tannerie et de drap très importante. Vous nous rappelez quel était le seigneur du village? Alors en janvier 1766, c'est Clément Rey de Saint-Géry qui achète au nom de sa mère Marianne de Foucault le marquisat de Millard. Cette famille réside à Rabastens et Toulouse et n'habitera jamais le château de Millard. Alors, par la loi du 14 décembre 1789, la commune devient la cellule administrative de base et la France est alors divisée en 83 départements en 1790. Quelles sont les conséquences pour Millard? Alors, le département du Tarn est créé le 5 février 1790 avec pour préfecture Castres. La société féodale étant bouleversée depuis le 14 décembre 1789, Millard devient le chef-lieu de canton en mars 1790, comprenant Rousseilles-Rolls, Montrosier, Saumar, Marnave, Panens, Saint-Michel-de-Vax, Loriols, Rataille-Reims, Saint-Martin-la-Guépie. Donc c'était vraiment un grand territoire au niveau du canton. Et le 26 décembre 1790, un nouveau découpage est créé, et c'est alors Vaour qui est désigné comme chef-lieu de canton, qui est alors composé des seules communes de Penne, Itzac, Saint-Michel-de-Vax et Millard, à peu près la configuration du canton de Vaour aujourd'hui. Millard est devenu une commune, donc, et où est installée la mairie? Alors, l'installation de la mairie, de la maison communale, jusqu'en 1832, se trouve dans une maison dans le vieux village, entre ce qu'on appelle aujourd'hui le Tinal et la place du Ravelin, c'est-à-dire au pied du château, dans le vieux village. En juin 1792, le blé manque dans de nombreuses communes de l'arrondissement de Gaillac, dont Millard qui est déclaré être à la fin. Le 17 juin 1792, la population demandait à entrer dans le château, sous prétexte qu'il y avait des armes et des prêtres cachés. La municipalité en fit ouvrir les portes et tout fut pillé et enlevé. Par la loi du 17 juillet 1793, tous les droits féodaux et toutes les redevances seigneuriales sont abolis sans indemnité et tous les titres féodaux sont supprimés ou détruits. Donc le canton de Millard lui aussi est déclaré à la fin. Alors on va préciser que la fin c'est bien F-A-I-M, hein, par donc ce manque de blé. Il manque totalement donc de grains. Alors à partir de la Révolution, que devient le château de Millard? Alors il devient une résidence sans aucune occupation. Pendant la Terreur, son propriétaire, Clément de Rey de Saint-Géry, qui est membre du Parlement de Toulouse, est enfermé le 17 mars 1794 à la prison de la Visitation à Toulouse, puis transféré en juin à la Conciergerie à Paris, avec 53 autres conseillers de ce même Parlement, afin qu'ils rendent compte de leur gestion. Ils avaient courageusement protesté contre les atteintes aux droits de la couronne. C'est alors que tous les biens de Clément sont mis sous séquestre. Il est condamné à mort sans jugement et décapité le 6 juillet 1794, place du Trône, à 64 ans. Son corps se trouve dans la fosse commune du cimetière de Picpus à Paris.
Et alors là, après sa mort, que se passe-t-il pour le château de Millard? Dès l'annonce de la mort de Clément Rey de Saint-Géry, le château de Millard est à nouveau pillé par les habitants qui se partagent les derniers objets et meubles qui étaient encore installés à l'intérieur du château. Nous en arrivons au 1er août 1794 avec la loi sur les suspects qui est abolie, c'est la fin de la terreur. Alors, est-ce que cela a des conséquences pour les châtelains de Millard? Alors, le fils de Clément, Jean-Jacques de Saint-Géry, qui était né donc à Toulouse, était à cette période était allé poursuivre ses études en Irlande, dont il avait de la famille, pendant la Révolution. Le 11 août 1795, sa mère obtient une délibération du comité de législation ordonnant la radiation sur la liste des émigrés du nom de Jean-Jacques Rey de Saint-Géry. Jean-Jacques Rey de Saint-Géry, reconnu comme non émigré à son retour en France, conservera les biens familiaux de Toulouse, Saint-Géry et Millard. L'intendant de Madame de Saint-Géry, Jean-Baptiste Villedieu, va procéder à l'application de la loi en restituant les biens acquis puisqu'ils ont été portés acquéreurs en tant que biens séquestrés. Il va aussi renouveler les fermages des moulins sur le Cerroux et l'Aveyron et métairie aussi avec beaucoup de difficultés. C'est en 1797 que Madame de Saint-Géry et ses 3 enfants rentrent en possession d'une partie de leurs biens. Et c'est à ce moment-là que le chef-lieu du département du Tarn change encore. Alors effectivement, c'est cette même année, la date du 17 novembre, que le transfert du chef-lieu du département de Castres se fait à Albi. Et là, c'est une autre histoire dont le voisin de Millard, le général Lacombe Saint-Michel, avec l'aide de l'amiral de Rochegude, ont œuvré pour ce transfert du chef de département à Albi. Alors, à partir du consulat, en 1799, le visage du village de Millard va encore changer. De quelle façon? Alors, il va prendre la configuration urbanistique que l'on peut voir aujourd'hui. Alors, nous sommes en 1808, la rive droite de l'Aveyron appartient à cette date au département du Tarn-et-Garonne, qui vient d'être créé. C'est à cette époque que le fond de vallée dite du Ravelin, qui part de la D600 aujourd'hui au parc derrière le château, est comblé. Et des constructions, des chemins, des aménagements de terrain vont être exécutés tout le long de la montée actuelle vers le château. Des puits de 10 à 30 mètres seront creusés en bordure de chemin à chaque nouvelle construction. Le marquisat de Millard est alors vendu en 1830 et les terres seront dispersées auprès de plusieurs acquéreurs résidant au village. Dans la commune de Millard, maintenant, que va-t-il se passer? En avril 1832, la maison communale située sur une voûte de la grande porte du Ravelin s'est écroulée. En 1833, le château ayant été pillé pendant la Révolution, Jean-Jacques Rey de Saint-Géry vend le château à M. Turle, qui est un maître de pension, et installe un collège d'enseignement supérieur pour une trentaine de garçons. Dans le château même, donc. Alors, ce collège et cette pension étaient situés à l'intérieur du château, où il y avait et l'enseignement, et l'internat, et le logement des enseignants. Millard possédait entre 1833 et 1840 cette institution d'enseignement secondaire qu'on ne retrouve plus mentionnée par la suite. M. Turle en était le directeur. Cet établissement était largement ouvert aux garçons de la région. On y enseignait en 1836 le latin. Il y avait 4 divisions de mathématiques, un cours de géographie et un cours spécial d'histoire de France, un cours d'écriture et de dessin. Les élèves pensionnaires étaient originaires des communes environnantes du Tarn et du Tarn-et-Garonne. C'était donc un établissement très important pour la région. Absolument, et effectivement, ça venait compléter ce qui existait à Albi et à Sorèze. Alors, la commune de Millard avait une maison communale en avril 1832 qui était installée sur une voûte de la grande porte du Ravelin qui s'est écroulée. Alors, où va être installée maintenant la mairie?
Alors, en 1838, la mairie achète une maison à un certain monsieur Villaret pour y faire donc la maison communale et y faire aussi la maison de l'école et le logement de l'instituteur. Le 31 octobre 1847, les locaux de la mairie tombent en ruine, l'appel aux dons ne suffit plus et il y a urgence pour trouver des solutions et subvenir à quelques réparations. Alors, quelles sont ces solutions qui ont été trouvées pour remédier à ce délabrement? Alors, en cette période, nous avons François Crouzet, qui est un médecin à Noailles, mais qui est aussi maire de Millard, puisqu'il a été maire de Millard de 1848 à 1852. Et François Crouzet achète le château. Et en 1862, la municipalité propose à M. Crouzet, docteur Crouzet, un échange entre le château et un bâtiment communal. Cette opération va se réaliser et un plan d'aménagement du château est alors élaboré afin qu'il soit approprié pour une maison d'école de garçons et de filles ainsi que la mairie. Bon, mais ce château a quand même besoin de réparations. Alors, les réparations s'imposent pour l'aménagement des écoles et la toiture du château doit être impérativement restaurée. En 1866, la municipalité lance les devis de réparation importantes dans le château pour faire cette maison-école, la salle de la mairie, les logements. Mais, toujours pareil, la commune manque de finances pour ces réparations. Et ce n'est qu'en 1867 que la commune commence quelques travaux. En 1873, les réparations devenant de plus en plus coûteuses pour les finances de la commune, la municipalité interroge le préfet sur la nécessité de réparer le château ou bien de construire un bâtiment neuf en utilisant les pierres du château. Le château est en 1877 une maison communale où se tiennent les affaires de la commune, l'école des religieuses. 11% des filles sont scolarisées sur le canton de Raoult, le plus faible du Tarn, puisque au niveau du département, 39% des filles étaient scolarisées. Donc on est vraiment assez en retard. Très peu, oui. Et c'est alors que se produit un événement, lequel? Alors, en 1878, alors qu'effectivement la commune est installée dans le château, un écroulement de la tour et de la façade est du château tombe sur le domaine public et menace les maisons. Il est alors procédé à la démolition de la façade est du château et les pierres vont être vendues aux habitants. Le 10 août 1879, un projet de construction neuve pour la mairie et les écoles est alors envisagé et la décision est prise sur l'emplacement des nouveaux bâtiments. Alors, où vont se situer ces nouveaux bâtiments? Alors, ces nouveaux bâtiments vont se situer sur la place que l'on appelle aujourd'hui la place des Marronniers, c'est-à-dire dans la situation où l'on peut voir aujourd'hui l'école des garçons, la mairie et l'école des filles. C'est alors qu'en 1880 et 1881, une décision va être prise pour ce château qui tombe en ruine. Laquelle? Alors, plusieurs votes et délibérations du conseil municipal et des familles les plus imposées rejettent la vente du château qui devait faire l'objet de travaux importants. Mais l'académie et la préfecture du Tarn démontreront tout l'intérêt pour la communauté de Millard de vendre le château et pour financer la construction d'un bâtiment communal neuf intégrant mairie, école de garçons, école de filles et logement du personnel enseignant. Un comparatif des deux solutions conduira la municipalité à devoir se dessaisir du château, puisque le comparatif tournait 30 000 francs pour l'école contre 36 000 francs pour la rénovation du château. Donc le château est vendu et cette vente a eu lieu à quelle date? Alors là, nous sommes maintenant en novembre 1881. La vente aux enchères publiques du château est lancée pour cause de réparations importantes. Et le 8 janvier 1882, le château est adjugé à un avocat toulousain, maître Paul-Émile Candelon, qui avait un projet de démantèlement du magnifique escalier de pierre afin qu'il soit expédié en Amérique.
Heureusement que ça n'a pas été fait. Hein, Heureusement, puisque cet escalier est une œuvre d'art et bon, malheureusement on ne peut pas y accéder, on ne peut pas le voir aujourd'hui, mais je peux vous assurer, l'ayant vu, qu'il n'a pas été détérioré et c'est une magnifique pièce de pierre à l'intérieur de ce château. Alors que se passe-t-il pour ce château, donc pour la partie médiévale? Alors la partie médiévale qui s'avançait en éperon au-dessus du village et qui s'était écroulée fut entièrement rasée et les pierres furent réutilisées pour les constructions d'habitations dans l'aménagement du Ravelin tel que je viens de l'évoquer précédemment. Et les résultats de cette vente vont financer la construction de la mairie et des écoles telles qu'on ne pouvons les voir aujourd'hui. Des ventes de bois communaux serviront aussi à financer l'achat du terrain pour les écoles. Alors, vous nous l'avez dit, l'école actuelle, qui est à la place des Marronniers, a été construite à ce moment-là, mais elle est entrée en fonction en quelle année? Alors, c'est au printemps 1885 que l'école rentre en fonction avec Jean-Baptiste Audouy, qui est l'instituteur pour les garçons, et avec Rosalie Pouget, qui est l'institutrice pour les filles, et qui vont donc prendre possession de leurs logements respectifs. Et c'est alors que le château, qu'est-ce qui est devenu le château plus exactement? Alors, ce qui reste du château, il reste déjà quand même une grosse partie, et en 1889, c'est Jean-Pierre Romiguière, qui est originaire d'Uriols, donc à côté de Millard, qui est négociant albigeois, et qui fait à son tour l'acquisition du château. Il offrira un vitrail à l'église du village où l'on peut voir le château avant son démolition, avant son amputation de la tour Est. Le 2 octobre 1920, le château devient ensuite à la propriété des écrivains Claire et Charles Géniaux. Ce couple trouve l'inspiration de nombreux ouvrages et participe à l'animation culturelle avec les habitants du village. Une quinzaine de romans, tels Les Faucons, d'Écosse à l'Aubrac, Vision du Languedoc et de nombreux articles à caractère régional ont été produits par le couple qui fréquentait le milieu intellectuel albigeois. Et donc, il y a de grands personnages qui viennent chez eux? Alors, nous trouvons le passage du grand biologiste Charles Nicolle, qui fut directeur de l'Institut Pasteur à Tunis et prix Nobel de médecine en 1928. Le passage aussi du sculpteur Zadkine et de son épouse Valentine Prax, elle-même peintre d'une grande sensibilité. Zadkine avait une résidence à Caylus. Charles et Claire Géniaux animeront la vie Millard XVI durant leur séjour en organisant des pièces de théâtre avec les habitants, comme celle restée célèbre en 1928. Il fut un pionnier dans l'utilisation de la TSF et des antennes étaient installées sur le site du château. Le couple quitte Millard en 1930 pour s'installer à Cagnes-sur-Mer, où décédera Charles Géniaux le 19 mars 1931. Claire Géniaux restera propriétaire du château jusqu'en 1947, y faisant de courts séjours en été. Et ce château, donc, a servi aussi de refuge pendant la guerre? Alors, effectivement, puisque Claire Géniaux était retiré sur Cagnes-sur-Mer, et ce château a hébergé pendant toute la guerre, 39-45, d'abord des militaires, puis ensuite de nombreux réfugiés. Alors nous en arrivons à la deuxième moitié du XXe siècle. Plusieurs propriétaires maintenant se succèdent dans le château. Est-ce qu'ils l'ont restauré pour qu'il puisse être visité? Malheureusement, très peu de travaux ont été entrepris dans ce château. Les seuls travaux ont été toujours pareil, la mise hors d'eau et la rénovation et l'entretien de la toiture. En 1947, c'est M. Albert Lemaître, qui est un Belge, un peintre, professeur de peinture à l'Académie royale des beaux-arts de Liège, qui en prend possession. C'est un peintre de style impressionniste, luministe. Ses paysages d'Italie, d'Espagne et de sites locaux sont d'une extraordinaire luminosité et témoignent de son affection pour les couleurs de la nature présentes dans notre région. Est-ce qu'on peut en voir? Est-ce que vous-même vous en avez vu de ces toiles? Nous pouvons en voir parce qu'il était très généreux et en faisait don régulièrement dans les familles du village à l'occasion d'une naissance ou d'un mariage.
Effectivement, dans ma famille, nous avons la chance de pouvoir posséder 2 de ces peintures sur le village de Saint-Antonin. Il décède en mai 1975, sans descendance, et il s'est fait inhumer, il a eu les autorisations pour être enterré dans le parc du château. Alors, donc, il n'a pas de descendance, et que devient le château, alors? Alors, en 1975, donc à son décès, c'est Madame Charles Lamborel, qui était une élève du peintre, et qui avait été, par testament, désignée comme sa légataire, et c'est alors que Madame Lamborel en prend possession. Elle fera des travaux de mise hors d'eau, des rénovations de la tourelle. Malheureusement, ce château étant inoccupé 10 mois de l'année, divers cambriolages conduiront la propriétaire à enlever de nombreuses pièces qui composaient le mobilier. Donc le château aujourd'hui est pratiquement vide, il ne se visite pas, et le fils de Madame Lamborel, Monsieur Alain Lamborel, en a hérité en novembre 2004, et fait le minimum d'entretien, étant très attaché à Millard, il ne va pas s'en dessaisir, mais bon, il fait le minimum pour que ce château ne tombe pas à nouveau en ruine. Alors actuellement, quelle est la situation donc du château de Millard? Bon, vous nous avez dit que le propriétaire faisait le minimum de travaux, mais il n'est pas en état de délabrement quand même. Je vous dis, il est hors d'eau. Il y a l'aménagement intérieur est très spartiate pour une occupation uniquement au mois d'août pendant les grandes chaleurs. Donc c'est un château. L'intérêt du château, c'est plus son extérieur que l'habitat intérieur. Sa position dans le village médiéval. Voilà. Alors, et que sont devenues ces familles nobles qui ont été propriétaires du château? Alors, des familles de Casaubon, puisque c'était ces familles qui ont été évoquées lors de notre précédente émission, la famille de Casaubon, de Casillac et de la Moignon, ces familles se sont éteintes. La famille de Béraille, elle, a essaimé, le nom est encore porté à Toulouse et Paris. Quant au ré de Saint-Géry, ils ont une descendance qui est assurée par son affiliation à la famille Auburn, toujours au château de Saint-Géry, près de Rabastens. Et le château lui-même étant un château médiéval, est-ce qu'il est classé? Alors, le château n'est pas classé. Par contre, c'est le site qui est classé. Alors, les vieux remparts sont inscrits sur l'inventaire des sites par l'arrêté du 6 mai 1943. Et donc, nous en restons là pour aujourd'hui sur l'histoire de ce château, ou bien est-ce que vous voulez encore ajouter des précisions? Alors, des précisions pour coller un peu à la réalité d'aujourd'hui. Depuis 15 ans, les municipalités successives et associations locales ont sauvé les ruines du vieux village que la nature avait envahi. On peut aujourd'hui découvrir la configuration du village telle que je viens de l'évoquer en se promenant à travers les ruelles. Des jardins ont été aménagés et depuis lesquels on a une vue intéressante sur la vallée du Cérou. La salle d'exposition du Tinal, qui est ouverte de juin à septembre, présente les outils de travail qui ont été utilisés par les anciens millarçais, et des photos anciennes témoignent du souvenir du passé de ce petit village du Tarn. Qui est très attirant, et puis qui a aussi, dans le courant de l'année, des animations pour le faire connaître, telles que la fête de l'osier fin janvier ou début février, et puis pendant l'été aussi, vous avez aussi des animations. C'est surtout à partir du mois de juin, ça démarre avec le feu de la Saint-Jean, qui est réservé donc essentiellement avec la fin de la scolarité, donc tous les familles des élèves au village participent à ce feu de la Saint-Jean, et puis alors donc ensuite on continue plutôt avec un repas dans la vallée de Bonan, avec ensuite un spectacle de jazz dans les ruines, et on termine avec
le vide-grenier qui se tient en principe au mois d'août. Ça peut être complété aussi par des activités comme des pièces de théâtre, une pièce de théâtre qui s'est produite au mois de septembre, qui a eu un très gros succès. Donc voilà un peu l'animation du village, essentiellement de juin à fin septembre. Très bien, alors nous allons conseiller aux auditeurs qui souhaitent en savoir un petit peu plus, mieux connaître la commune de Millars. Nous allons leur conseiller donc d'aller sur le site du Pays de l'Albigeois et des Bastides à la rubrique Les actions du pays, habitat et urbanisme, pour avoir le portrait de cette commune et puis de 2 autres communes du Tarn. Mais ils peuvent aussi aller sur le site que vous nous conseillez. Alors, le site internet www.millars .com, où ils peuvent trouver tous les renseignements et puis des photos aussi. Beaucoup plus de détails de ce que je viens de vous évoquer. Bien, merci beaucoup Jean-Paul Marion, merci pour nous avoir apporté toutes ces informations. Merci aussi. Merci à Maï qui a réalisé la technique. Au revoir à tous et à bientôt sur Radio Albigès 95.4 et 104.2 et sur www.radioalbigès.com. Une vie au pays. Sabias mon país, ani nuni frontiero, di lugar se expandir, une folie poupée. Une vie au pays, c'est la mémoire des habitants du pays de l'Albigeois et des Bastides et la découverte de son patrimoine. Une émission en partenariat avec le pays de l'Albigeois et des Bastides. Se trapo pescane di lusam de l'astero, di lucao de rasi, di la mar de l'albiero.